J'ai toujours été fascinée par la Chine. Je pense que ça a commencé avec mon père et tous les documentaires qu'il mettait le soir sur Arte. Et à 17 ans, dans mon temps libre, j'ai commencé à apprendre le chinois. J'ai été d'abord avec le CNED, donc j'apprenais quelques caractères. Et lorsqu'il a fallu faire un choix après le bac, j'ai choisi d'intégrer une licence de chinois à Paris. Ce n'était pas facile, mais j'adorais cette langue, cette écriture si éloignée du français, sa culture, son histoire, tout ce qui l'entoure. Et évidemment, j'avais un souhait, c'était de partir en Chine. Donc je travaillais très dur pour pouvoir espérer avoir une bourse gouvernementale là-bas. Et à mes 19 ans, ce jour est arrivé. J'ai pu aller étudier dans une université chinoise et j'ai choisi l'université du Sichuan puisque c'était plutôt dans le sud et que là-bas je pouvais voir des pandas. Et j'avais très envie de voir des pandas. J'ai vu aussi les 70 ans du Parti communiste. J'ai aussi vu énormément de temples bouddhistes et mon but était d'aller ensuite au Tibet pour en voir d'autres. Et comme le Tibet est une région autonome de la Chine, je me disais que j'allais forcément avoir accès à ce pays. Eh bien, spoiler alert, non, c'est pas possible. Apparemment, c'était une histoire de visa qui ne concordait pas et il fallait avoir un guide pour pouvoir visiter certaines parties du Tibet. Mais j'ai quand même pu avoir une immersion avec un ami qui parlait tibétain et j'ai mangé beaucoup de plats tibétains, dont du thé au beurre de yak. C'était très spécial. Ensuite, on a été aussi à un marché tibétain et j'étais trop heureuse puisque j'ai pu voir des objets de leur quotidien. Et malgré tout, une question me restait en tête. Si moi, en tant qu'étrangère, je n'avais pas le droit de partir au Tibet, qu'en était-il des Chinois ? Est-ce qu'ils étaient au courant de cette situation ? Est-ce qu'ils avaient aussi envie de visiter ce pays ? Avaient-ils de la famille là-bas ? Et cette question m'est restée en tête pendant très longtemps. Et c'est là le but de l'épisode d'aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un livre qui traite du sujet. C'est celui de Xinjiang qui s'appelle Funérailles célestes. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur Audrey's Book Club, le podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cet épisode sur Xinjiang avec les funérailles célestes. Si vous regardez cette vidéo ou même en audio, est-ce que vous remarquez quelque chose de différent ? Ouais, j'ai un nouveau micro. Je suis trop contente. J'ai un super micro. Donc maintenant, on va bien entendre tout ce que je dis. On va pouvoir entendre tous mes roasts et on va pouvoir entendre toutes mes idées intéressantes aussi. Et donc, on commence avec cet épisode. Je suis trop contente. Et ça se voit pas, mais il pèse une tonne le micro. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler du livre Xinjiang, Funérailles célestes. Et je vais aller directement dans l'histoire. Et après, je pense que je vais vous lire des petits passages. Mais déjà, je peux faire un spoiler. J'ai adoré ce livre. Donc, je vais rien trouver de négatif à dire dessus. Voilà. C'est un livre où j'ai été investie du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée. Je l'adore. Donc c'est parti. Funérailles célestes, c'est l'histoire de Shu Wen. C'est une chinoise qui est originaire de Suzhou et ça se passe dans les années 50. Elle se marie à un homme qui s'appelle Ke Jun et qui lui, en fait pour se marier dans cette époque-là, puisqu'on est en 1950, donc juste après l'avènement, juste après que Mao soit passé au pouvoir, il fallait avoir l'accord du parti pour pouvoir marier quelqu'un. Donc même pas des parents, mais du parti communiste. Après 3 ans de mariage, Ke Jun est envoyé au Tibet pour soigner les troupes, puisqu'il est médecin. Et que les troupes chinoises doivent aller au Tibet pour unifier toute la Chine. Ke Jun s'en va. Elle n'a plus de nouvelles pendant quelques temps, Shu Wen. Elle garde toutes les lettres qu'il lui a écrites jusque-là. Elle lui écrit des petits mots tous les soirs, dans l'espoir de le revoir. Et soudainement, on lui annonce qu'il est décédé. Shu Wen n'en croit pas du tout un mot, puisque ça fait à peine 3 mois qu'il est parti. Donc comment il peut déjà être décédé ? Elle va
vraiment interroger tout le monde va lui dire mais on ne sait pas trop la raison, il est juste décédé, maintenant il faut faire la paix avec ça. Et évidemment, elle ne peut pas faire la paix avec ça et elle pense fermement que son mari n'est pas mort et qu'il est tout simplement coincé au Tibet. Puisque de ce que la Chine en dit, le Tibet c'est ce pays dissident qui est horrible et qui maltraite les Chinois. Donc, elle finit par faire des études de médecine et en 1958, elle décide à son tour d'aller au Tibet et de découvrir le mystère par elle-même. Il faut savoir qu'il y a une particularité dans ce livre, c'est qu'il est raconté au début du point de vue de Xinjiang, puisque Xinjiang, c'est une autrice qui est aussi journaliste et elle va rencontrer Shu Wen. Donc je ne sais pas si ça veut dire que c'est une histoire vraie, j'aime croire que c'est une histoire vraie. Et Shu Wen lui raconte donc toute sa vie. Donc au début, on est vraiment intrigué, on se dit mais qui est cette personne ? Et ensuite, on a l'histoire de Shu Wen. Donc c'est comme si on est Shu Wen, on est avec elle et on vit cette histoire au Tibet. De Suzhou jusqu'au Tibet, il y a énormément d'heures de route, surtout dans les années 50, puisque le 3/4 des villes en Chine ne sont pas reliées comme aujourd'hui par des TGV. Elle le dit d'ailleurs. Elle atteignit enfin Chengdu. Alors, petite anecdote, Chengdu, c'est là où j'ai étudié, donc moi, ça m'a fait un petit pincement au cœur, j'étais contente. Wen était soulagée d'être arrivée, car ici, elle allait rejoindre, pour la dernière partie de son voyage, la route récemment construite qui menait de Chine au Tibet. Elle avait hâte de voir cette route. Elle se souvenait des articles publiés à l'occasion de son ouverture en 1954, qui en vantait l'extraordinaire prouesse technique. Reliant Chengdu à Lhasa, donc Lhasa c'est au Tibet, distant de près de 2500 km, c'était la plus longue route de Chine et la première digne de ce nom au Tibet. Une fois que Shu Wen arrive au Tibet, elle pense un peu naïvement qu'elle va directement retrouver son mari, la troupe dans laquelle il a été engagé, sauf que évidemment ça ne se passe pas aussi facilement. Elle se rend compte aussi de ce que c'est d'être dans l'armée, ce qui ne l'enchante pas très bien, mais elle le fait. Tout le monde est un peu choqué puisqu'elle est quand même très cultivée, donc pourquoi s'engager ici ? Et elle le répète à tout le monde, elle est là pour retrouver son mari. Et vient un moment assez crucial, ce qui va se passer, c'est que Shu Wen et son comment on dit ? Sa classe ? Enfin, c'est pas une classe, mais son rang de soldats doivent aller au Tibet. Et à ce moment-là, ils doivent en fait comprendre ce qui s'est passé avec les autres Chinois qui sont partis avant, les retrouver et établir un contact avec les Tibétains. Et lorsqu'elle arrive au Tibet, elle fait la rencontre de quelques Tibétains qui ne comprennent pas leur langue puisqu'ils parlent de langues complètement différentes, mais une femme qui, elle, parle le chinois mandarin. Donc les Chinois de l'armée la prennent sous son aile, ils essayent de la garder un peu comme un otage en disant bon tu vas traduire pour nous parce qu'on veut créer une alliance avec le Tibet. Et la seule personne qui lui parle gentiment évidemment c'est Shu Wen. La jeune fille s'appelle Jo Ma et elle raconte son histoire. Donc en fait elle est descendante d'un grand noble du Tibet. Et pendant longtemps, elle a été émerveillée par Beijing. Donc elle va partir à Beijing, elle va tout faire pour partir à Beijing. Et son père lui dit la seule condition, c'est qu'elle se marie ensuite à un Tibétain. Elle est émerveillée par la Chine. Tellement émerveillée que lorsqu'elle rentre chez elle, elle appelle un de ses servants Tiananmen, qui n'est d'autre que la place centrale de Beijing. Là, on a vu les chars, là, on a vu le discours de Mao. Enfin bref, juste en face de la cité interdite, très connue. Et donc elle raconte son histoire, que son père gérait toutes ses affaires et qu'un jour il reçoit 3 lettres. Alors voici les lettres que son père avait reçues. Il m'a montré 3 lettres. L'une venait d'un autre gouverneur local pressant mon père d'aider l'armée pour la protection de la foi bouddhiste et l'incitant à se révolter contre les Chinois. Elle disait que les Chinois étaient des monstres et couvraient de honte les terres du Bouddha. Les lettres lui demandaient de donner de l'argent, des yaks, des chevaux, des vêtements et du blé à l'armée, et d'empoisonner les sources d'eau pour priver les Chinois de moyens de subsistance. La deuxième lettre était signée par un général chinois du nom de Zhang, qui voulait que
son père l'aide à unir la mère patrie. Il disait qu'il espérait que mon père l'aiderait à éviter un bain de sang, mais que s'il refusait, il n'aurait pas d'autre choix que d'envoyer des soldats sur ces terres. Sauf que le père de Juoma panique à l'idée de devoir gérer quoi que ce soit et il finit par décéder tellement il en stresse. Juoma doit reprendre les fonctions, sauf que elle, c'est une femme, donc déjà on lui a pas forcément montré comment ça allait se passer et elle s'y est jamais vraiment intéressée. Donc elle est très vite dépassée par tout ça. Et lorsque Juoma raconte cette histoire aux soldats et à Shuwen, les soldats rigolent bien sûr parce qu'ils disent mais depuis quand les Chinois ils ont été violents, ton père il avait qu'à accepter le marché. Et Shuwen commence à s'interroger parce qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais ils essayent quand même de faire un accord entre les Chinois et les Tibétains. Donc ils demandent à Juoma gentiment si elle peut traduire pour eux et faire en sorte que les Tibétains déposent leurs armes. Les Chinois feront de même et comme ça ils peuvent parler accord. Juoma n'a même pas besoin de parler. Elle montre en fait les vêtements qu'elle porte et les Tibétains l'écoutent. Même s'ils auraient pensé autre chose, ils l'écoutent parce qu'elle est fille de nobles et qu'ils savent qu'elle règne sur une partie d'une terre au Tibet. Tout le monde dépose ses armes. Et là, ce qui devait arriver arriva. Les Chinois tirent sur ces pauvres Tibétains. Et à ce moment-là, c'est un capharnaüm, on ne sait plus où aller. Shuwen est choquée de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend. Et Juoma, la tibétaine, l'attrape par le bras et lui dit « Écoute, il faut qu'on parte d'ici. Donc viens avec moi. » Donc elle se sépare du groupe de soldats et elle commence à errer avec Shuwen. Et elles vont finir par tomber sur une famille qui est nomade, composée de, du coup, le mari, la femme, le frère du mari et de leurs 3 enfants. Et elles vont suivre cette famille pour pouvoir survivre. Parce qu'en fait, il y a une règle au Tibet entre les tribus, entre tous les Tibétains, c'est de toujours accueillir et nourrir une personne qui est sur la route. Au contact de cette famille, Juoma pose des questions et Shuwen apprend ce qui se passe dans le pays. Je cite : « Dans sa progression vers l'ouest, l'armée populaire de libération avait éteint les flammes éternelles des monastères et tué de nombreux gardiens de troupeaux. Les Tibétains pensaient que 231 gardiens étaient morts et ils avaient l'intention de prendre le double des vies chinoises en compensation. Juoma avait négocié avec eux mais ils refusaient de se montrer cléments, soutenant que relâcher les Chinois permettrait à ceux-ci de tuer encore plus de Tibétains. Le climat est tendu et qu'au final en soi ils n'ont pas fait grand-chose pour mériter ça. Et tout le long du livre, on va suivre la vie de cette famille et Shuwen. Donc on est comme Shuwen puisqu'on ne connaît pas la culture tibétaine. Et on découvre à travers ses yeux les rites et coutumes de cette famille. Donc c'est une famille qui est nomade, donc ils vont bouger vraiment tout le temps. Lorsqu'ils ne bougent pas, ils doivent faire des travaux de la terre. Les femmes font tout ce qui est travaux au niveau de faire du beurre de yak, faire de la farine, ce genre de choses. Et les hommes, eux, s'occupent de coudre les vêtements. Et oui, parce que les tissus sont très épais pour pouvoir tenir face au froid du Tibet. Et donc, il n'y a que des hommes qui ont la force assez puissante pour pouvoir faire ce genre de tâches. Et là, j'ai un exemple. Je cite : « La famille mangeait 3 fois par jour le même repas. Le matin, ils suçaient le diaka. Une pâte de farine d'orge grillée et de lait caillé était chauffée sur le fourneau et placée sur un des côtés du bol. On versait ensuite du thé, au beurre, dans l'autre portion du bol. En buvant son thé, la famille tournait les bols de façon à ce que le thé absorbe le diaka, le dissolvant graduellement. On n'avait pas besoin de couvert. La première fois qu'on a donné à Wen son petit déjeuner, elle a bu tout le thé d'un seul coup, puis a demandé à Juoma comment manger le diaka. Toutefois, l'habitude prise, elle a aimé cette sensation de boire en partie et de manger en partie, et a trouvé une façon de ne pas se brûler la bouche. Le repas du midi était mixte. Il comprenait de la tsampa, faite avec de la farine d'orge grillée, du beurre et du lait caillé. Tenant le bol d'une main, on utilisait l'autre pour rouler les ingrédients en petites boules.
Là, c'est vraiment qu'une petite partie, mais ce livre est tellement complet que j'avais l'impression de traverser le Tibet avec cette famille. Et c'est vraiment très très intéressant parce que le fait de le voir à travers les yeux de Shu-won, ça apporte quelque chose de nouveau aussi et nous aussi on est intrigués. Elle remarque aussi leurs pratiques. Forcément Shu-won s'attend à ce que les Tibétains soient dissidents et au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des prières à Bouddha matin, midi et soir. Et ils utilisent des petits cylindres. Je pense que je vais peut-être insérer une photo, vous voyez ce que c'est. Et donc, elle demande à Joma ce que sont ces cylindres. Joma explique que ce sont des moulins de prière. Wen dépendait de Joma pour toute explication et rendait constamment grâce d'avoir eu la bonne fortune de rencontrer une femme aussi courageuse et intelligente. Sans elle, elle n'aurait jamais rien compris à ces gens qui, avec leur sens profond de la spiritualité et leur autonomie insouciante, étaient aussi différents des Chinois que le ciel de la terre. Donc on voit qu'elle commence à remettre en question ce que le Parti communiste lui a inculqué. Et on a en fait tous les pages là que j'ai notées, c'est des exemples de vie en fait au Tibet et de ce qu'elle traverse. Et c'est vraiment beau, c'est un très très joli récit initiatique et j'ai adoré. On constate que c'est une famille qui ne parle pas forcément beaucoup mais qui est toujours dans l'entraide et qui est toujours en train de manger ensemble et prier ensemble. Et Shu-won finit par apprendre certaines prières tibétaines parce que, à vivre aussi longtemps avec eux, elle commence à apprendre leurs coutumes. Évidemment, elle garde toujours en tête l'idée de revoir son mari et elle en parle bien sûr à cette famille à travers Joma. Et puis, à un moment, on va avoir quelque chose d'assez bouleversant, c'est que Joma va être kidnappée. Et moi, je pensais naïvement qu'on allait retrouver Joma dans les 5 pages à venir. Et en fait, c'est vraiment vers la fin qu'elle revient. Voilà, je spoil un petit peu pour pas vous stresser. Parce que c'est un personnage que j'aime bien. Mais Joma va être enlevée. Et Shu-won va se retrouver un peu à la merci de cette famille. Puisqu'en plus, elle ne parle toujours pas la langue. Et elle a pas Joma. Et on pourrait penser que là, les Tibétains lui diraient c'est bon, Joma elle est plus là, maintenant débrouille-toi, t'es une chinoise, va-t'en. Et ils vont pas le faire. Ils vont bouger encore, et encore, et encore, et encore, et elle sera toujours avec eux. Elle va essayer d'apprendre les tâches un peu ménagères, sauf qu'elle va galérer beaucoup, mais elle est là avec eux. Un jour, Shu-won essaye de comprendre comment ils font pour communiquer entre eux, sachant que tout le peuple est nomade, donc comment ils font pour savoir ce qui se passe dans le pays. Et on lui explique que c'est grâce aux manis. Les manis, ce sont des pierres sur lesquelles ont été tailladées des inscriptions. Donc par exemple, s'il y a eu un mort, s'il y a eu un événement, si là il y a un refuge pas loin, ils le tailladent et ils le mettent au niveau de pierres qui sont là pour être des pierres de prière. Comme ça, les gens peuvent aussi voir des messages s'il y en a besoin. Et ça va être très utile parce qu'elle-même en aura besoin plus tard, puisqu'elle va finir par se séparer de cette famille. Après des rencontres un peu pas très fortuites et elle va se servir de ces pierres pour retrouver sa route. On est toujours donc dans ce récit initiatique et en fait tout le long, lorsque Shu-won est toujours avec la famille tibétaine, elle a cette petite photo de son mari qu'elle garde avec elle pour ne pas l'oublier et pour le montrer à des gens si jamais ils l'ont vu ou pas. Et la famille, elle court dès qu'elle voit cette photo parce qu'ils n'ont pas eu vent de l'invention de l'appareil photo, donc ils ne comprennent pas comment elle fait pour avoir un petit homme sur un carré. Et elle a un livre avec elle que son père lui avait donné avant de partir et elle annote des passages qu'elle veut raconter à son mari lorsqu'elle le retrouvera. Arrive le moment où elle marche beaucoup et il y a plein de passages comme ça où elle explique que c'est beaucoup de marches et en fait toutes les montagnes se ressemblent mais en même temps c'est comme ça qu'elle se repère. À un moment donné, elle explique quelque chose comme à la première montagne, il y a le plus grand des fils qui rencontre une femme. Lorsqu'ils arrivent à la deuxième montagne, ils se marient à cette femme. À la troisième, ils ont un enfant. Donc c'est comme ça qu'elle évalue la distance, mais elle n'a plus aucune notion du temps ni de l'heure. Donc c'est vraiment déroutant et en même temps c'est tellement intéressant parce que ça reste vraiment une quête spirituelle pour elle de traverser tout ça. Et puis arrive le moment où il y a une grosse fête par rapport à la religion bouddhiste et ils se retrouvent tous à Lhasa, donc la capitale, et là elle fait la rencontre de Chinois.
Ça lui fait très bizarre de reparler chinois après autant de temps et les passages ils sont quand même assez poignants parce que c'est là où on se rend compte du temps qu'elle a passé au Tibet. Le petit groupe s'est installé en cercle sur la colline. En plus de l'homme qui, a-t-il dit à Wen, venait du Hubei et travaillait dans l'agriculture, il y avait un jeune homme et une jeune femme du Henan, technicien dans un hôpital tibétain, et une femme plus âgée, originaire de Sichuan, qui était professeure. Ils étaient tous venus au Tibet pour des raisons différentes. Les jeunes gens lui ont expliqué qu'ils avaient profité des avantages financiers offerts par le gouvernement chinois pour s'installer au Tibet. Les emplois ne manquaient pas. L'homme, plus âgé, a raconté qu'il était venu au Tibet dans les années 70, quand il y avait eu des offres pour les travailleurs agricoles du Hubei, car la situation politique était alors difficile en Chine. La femme a dit que, comme le Sichuan était proche de la frontière tibétaine, elle est venue au Tibet dans les années 60 pour aider les régions frontalières. Et c'est là où elle se rend compte que ça fait beaucoup de temps, parce qu'il dit dans les années 70. Là, on est presque dans les années 80, il me semble, quand elle retrouve des gens avec qui elle parle chinois, et elle est partie en 1958. En fait, lorsqu'elle est partie, en 1958, il y avait déjà des accords qui commençaient à être signés entre le Dalai Lama et la Chine. Donc c'était en 1954 que le Tibet est devenu une région autonome de la Chine. Sauf que comme la Chine n'était pas très claire là-dessus, ils ont envoyé quand même des soldats pour unifier le pays. Donc déjà, elle est juste choquée. Comment ça, région autonome? Et en fait, le passage explique un petit peu la rencontre entre le Dalai Lama et Mao Zedong. Donc là, je vais citer. Apparemment, la rencontre de 1954 entre le Dalai Lama et le président Mao Zedong a été très amicale et le Dalai Lama a été impressionné par l'intelligence et les aptitudes de Mao. Le poème qu'il a écrit en l'honneur du président Mao et la roue d'or de 1000 bénédictions qu'il a présentée à Pékin en sont la preuve. Mais très vite, cette relation pacifiste a un peu tourné au vinaigre. Et là, si je peux mettre un petit peu de contexte, déjà il faut savoir que le Dalai Lama, lorsqu'il a rencontré Mao Zedong en 1954, il avait 19 ans. Et oui, puisqu'il est passé au pouvoir à ses 7-8 ans. Il était la réincarnation du 13e Dalai Lama. Donc, lui, il était déjà assez un pacifiste, très axé dans sa religion. En plus, il ne se doutait pas que Mao allait retourner la situation à ce point. Donc là, c'est déjà un point quand même qu'il faut évoquer. Et ça, Shu Wen le découvre que maintenant. Qu'au début des années 50, Mao n'avait aucune intention d'user de la force au Tibet et qu'il était trop fin pour interférer avec le gouvernement tibétain. Mais aurait-il toléré un Tibet indépendant? Il est aisé de comprendre pourquoi il a envoyé l'armée en 1958. Il y avait des troubles dans le sud-ouest de la Chine et Chiang Kai-shek, c'est celui qui était pour le parti nationaliste en Chine, qui du coup s'est réfugié à Taïwan, avait annoncé qu'il regroupait ses forces à Taïwan pour lancer une attaque contre les communistes. Il était essentiel que Mao contrôle le Tibet. La seule raison pour laquelle il avait laissé le Tibet tranquille, après 1949, c'était que la guerre de Corée avait mobilisé les forces et les ressources de l'armée de libération ailleurs. Mais à la fin des années 50, l'armée de libération avait eu le temps de se refaire une santé et était prête à s'occuper du Tibet. Le Dalai Lama a accepté des armes de l'Occident et a apporté son soutien tacite au mouvement d'indépendance du Tibet. Mao n'avait plus d'autre choix que d'envoyer l'armée. C'est aussi parce que le Tibet, c'est une région hydraulique qui est très importante. Elle représente un quart de la Chine et on parle de deux Tibets. On a le Tibet politique, donc c'est Lhasa, avec donc la capitale Lhasa et le Dalai Lama, qui est plutôt une capitale spirituelle, donc on a vraiment toute l'économie qui fonctionne presque comme un royaume, sauf que tout est tourné pour le bien-être des autres et de leur spiritualité. Donc il n'y a pas vraiment de rapport de force, tout le monde fait ses tâches parce que ça profite à tout le monde. En soi, si on regarde plutôt le système des empereurs, plus que Mao, même si bon, il arrive un peu dans cette lignée, il y a cette idée de mandat du ciel. En fait, il faut l'avoir eu du ciel, il faut que les dieux t'ont parlé pour que tu deviennes l'empereur. Donc tout est tourné aussi un peu autour de ça. Le Dalai Lama, comment il est évoqué, c'est un peu similaire. Et pourtant, ça ne les rapproche pas. Et puis, donc quand on parle de Tibet historique, c'est en fait le Tibet de base représentait
3 régions de la Chine. Il me semble que c'était le Sichuan. Je dirais Qinghai, mais je suis pas sûre. Il y avait 3 provinces chinoises qui étaient intégrées au Tibet. Donc c'est pour ça que lorsque moi je suis allée au Sichuan, j'ai pu voir autant de Tibétains. Vraiment, je me posais pas la question, je comprenais pas. Je me disais, bon, bah en soi, le Sichuan c'est pas loin. Peut-être que c'est pour ça qu'ils viennent. Mais en fait, c'est qu'il y a aussi ce côté historique que théoriquement, cette terre, elle est à eux. Shuan est choquée, vraiment choquée, et elle n'a toujours pas retrouvé son mari. Mais elle pose quand même la question à ces Chinois qui lui disent que tout son régiment, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis le début de l'épisode, tout son régiment est déjà décédé, puisque là on est dans les années 70, donc il pense que son mari est sûrement décédé aussi. Et là, elle va donc découvrir si son mari est mort ou pas. Mais ça, je vais pas le dire parce que sinon ça ruine un peu le livre. Mais je vous invite à le lire parce que ce livre, il est très fort. Parce que déjà, il y a toute ce côté historique qui est très 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 bien mis en avant. Il y a cette remise en question de... au final, qu'est-ce qui différencie un Tibétain d'un Chinois? Est-ce que tous les Chinois sont d'accord avec ce qui se passe? Comment eux, ils voient la situation? Est-ce qu'au final, c'est pas des désillusions? Est-ce qu'au final, on ne peut pas en apprendre du mode de vie des Tibétains? De deux, on a aussi cette fiction. Donc je ne sais pas si c'est de la fiction ou si c'est de la réalité, parce qu'à la fin, Xinjiang explique qu'elle a écrit ce manuscrit pour que Shu Wen ait une trace de sa vie. Mais au final, elle ne retrouve jamais Shu Wen. Donc je ne sais pas, je me pose encore la question aujourd'hui. Et puis c'est une histoire qui nous transporte, puisque du début jusqu'à la fin, je n'ai pas vu le temps passer, je ne pouvais pas poser ce livre et il m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Puisque moi, c'était vraiment un pays que je voulais visiter. Et maintenant, je comprends un peu plus de choses. Ayant aussi vécu en Chine, voilà, ça fait un peu sens. Et je pense que vous avez remarqué, j'ai extrêmement beaucoup annoté ce livre. Et je pense que je vais même le relire très bientôt parce que je l'adore, voilà. Donc si vous découvrez Xinjiang, commencez par ce livre-là. Et ensuite, lisez Chinoise, qui est aussi très très intéressant. Mais... voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire dans l'épisode d'aujourd'hui. À la fin du livre, Shu Wen se retrouve en Chine puisqu'elle a les moyens de rentrer après quelques complications, mais je rentre pas dans les détails parce que c'est un petit peu un spoil sinon. Mais on voit que les choses ne sont plus pareilles, qu'elle ne voit plus les choses de la même manière, et je pense que c'est exactement ce que j'ai vécu après ce livre-là. Donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Je l'aime d'amour. C'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2025, je pense. Et j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que le nouveau micro et la nouvelle qualité audio vous plaît. Et si vous le regardez en vidéo, je pense que vous avez vu, j'ai énormément travaillé sur ce montage, surtout sur l'intro. Donc si vous écoutez en audio, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé cet épisode. Je pense que vous l'avez compris, je suis passionnée de la Chine, de la littérature chinoise, de tout ce qui entoure ce pays. Donc je pourrais faire beaucoup d'épisodes comme ça si ça vous tente. Je vous invite à venir me voir encore vendredi prochain à 17h et je vous dis à très bientôt.